Djibril Cissé, bonjour, bienvenue sur Télé Sud, bienvenue dans l'émission à Bari. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre actu. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur votre biographie, votre parcours international comme grand champion de football, bien sûr, puis votre reconversion dans la mode, dans la musique, aussi comme chroniqueur sportif maintenant. On va commencer par votre bio et revenir sur votre enfance. Comment tout a commencé? Vous êtes d'origine par votre papa de Côte d'Ivoire, par votre maman de Guinée, Non, le mais contraire. vous êtes né à Arles. Dans cette, non, c'est le contraire, c'est votre contraire. papa qui est de Guinée C'est et votre ça. maman de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et vous êtes né pourtant à Arles, parce que votre papa donc, a été appelé pour jouer au foot à Arles. C'est ça. Donc vous êtes né dans cette jolie ville du sud de la France, de la Provence, à Arles. Vous voyez votre père jouer au foot, vous avez directement le virus du ballon? Ouais, ça m'a pris très jeune, plus avec mon frère, mon grand frère, parce que mon père est parti très tôt de la maison. Moi, j'avais que 2 ans et demi, 3 ans. Donc, j'ai pas de souvenir de lui niveau football. C'est plus mon grand frère Abou qui, lui aussi, a une belle carrière, qui a joué à Nîmes notamment, qui a été international aussi ivoirien. C'est plus en le voyant lui évoluer, et mes frères aussi, Ahmed, mon frère Séni aussi, tout le monde a joué, que le virus du football est venu. C'est grâce à votre frère. Vous êtes 7 à la maison. Tout le monde s'est mis au football? Tous les garçons? Tous les garçons, ouais, les filles un petit peu aussi, mais ma sœur, c'était plus... enfin, mes sœurs, il y en a une, c'était le volley, et une, c'était l'athlétisme. Mais niveau garçon, ouais, on a tous joué au ballon. Ouais. Vous avez tous joué là-bas. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous avez comme racines africaines en vous? Ah, j'ai beaucoup de choses parce que, ok, je suis né à Arles, je suis né en France, je suis le dernier, donc tout est fait pour que je sois plus ancré en France qu'en Afrique, mais j'ai envie de dire, c'est pas tout le contraire, mais c'est bien moitié-moitié. J'ai vraiment la flamme africaine, que ce soit dans la nourriture, dans la musique, dans même la mode aussi. J'aime bien tout ce qui se fait, utiliser le wax dans des collections et dans des vêtements. Non, le côté africain, ivoirien plutôt, est très très présent. D'ailleurs, vous faites quand, pour la première fois, votre voyage en Afrique? Ah, mais je l'ai fait déjà, j'en ai fait plusieurs. Le premier. Le premier, Quand est-ce que pardon, oui, quand est-ce que vous découvrez? Je pensais que c'était une question. Quand est-ce que vous découvrez pour la première fois le continent? La première fois, c'est pour une occasion qui était un peu malheureuse parce que je me blesse en 2006, si c'est bien ça, ouais. Je me casse la jambe et c'est là où je décide d'aller voir ma grand-mère parce qu'une, elle est malade, elle est âgée. Et moi, je suis très superstitieux et je me dis qu'il faut que ma grand-mère me bénisse. Donc vous avez 25 ans C'est ça. et vous allez en Guinée, en Côte d'Ivoire en premier? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Vous allez à Abidjan, vous découvrez le continent pour la première fois et votre famille là-bas que vous ne connaissez pas. Ouais, ma grand-mère. Et là, est-ce que c'est un choc pour vous? Non. Ou une révélation, les racines qu'est-ce que vous... Non, comme j'ai dit, je suis très connecté avec, à part le fait que c'était ma première fois, j'étais quand même assez connecté avec le pays, avec ma famille. J'avais des nouvelles, j'avais des contacts. Souvent, on se parlait. Donc, à part m'être déplacé et connaître la terre ivoirienne, c'était chose faite. Et c'était fort en émotion parce que ma grand-mère, il fallait que je la voie et il fallait que je la voie avant de partir, avant qu'elle parte. Et depuis, vous allez souvent en Afrique? C'est votre deuxième maison? Je dirais pas ma deuxième maison, mais j'y vais assez fréquemment. La dernière fois que j'étais, c'était il y a 2 ans pour un événement qui s'appelle la Sunday. C'est des jeunes Ivoiriens et un Parisien qui se sont associés pour faire une soirée qui est devenue un rendez-vous incontournable en Côte d'Ivoire. Il y avait entre 8 et 10 000 personnes. C'est vraiment un événement extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Et voilà, là, ma mère a décidé de retrouver ses terres et de déménager en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on sera
forcément obligé d'y aller un peu plus souvent maintenant. Donc vous avez une enfance avec une maman qui élève seule ses 7 enfants. Ouais. C'était comment cette enfance? Vous avez manqué de rien? C'était gai? C'était difficile? C'était comment? Bah, manquer de rien. On avait à manger tous les soirs. On avait un lit où dormir. Après, on n'avait pas chacun sa chambre. On n'avait pas des habits de marque. On n'avait pas une grande maison. Mais par contre, on avait beaucoup d'amour. On avait beaucoup de bons moments, de joie, de gaieté dans la maison. C'était une enfance. Moi, j'ai des très bons souvenirs de mon enfance, même si voilà, c'était pas le plus facile, l'enfance la plus facile au monde. Ouais, Et le foot, ça commence quoi, vers l'âge de 8 ans? ouais, ouais, à peu près 8 ans au quartier, hein, en bas, à la place de Pise, parce que j'habitais 9 rue de Pise, donc on avait une place. Et il y avait 2 bancs aux 2 extrémités de la place, donc ça faisait office de but. Et on jouait là. Il y avait une grosse fontaine aussi ronde en plein milieu de la place. Donc il fallait contourner et trouver des tactiques pour aller marquer des buts. Mais ouais, voilà, c'est là où tout a commencé. Et comment on commence un peu plus sérieusement? C'est arrivé quand? Le sport Pas longtemps après, je dirais peut-être 8-10 ans après, il y avait une photo là où on me voyait avec un petit maillot bleu et jaune, qui sont voilà, cette photo-là, qui sont les couleurs de l'AC Arles. Donc c'est là où le sport un peu encadré, structuré, le football de club commence. Et là, Et, vous vous faites repérer immédiatement? ben là, je fais ouais, 2-3 ans peut-être. Et après, il y a le Nîmes Olympique qui est un cran au-dessus, qui était en première division à l'époque, où mon frère jouait, qui vient me chercher. Et là, voilà, ça commence à être un peu plus sérieux parce que leur équipe première est en première division. Parce que Nîmes Olympique a un centre de formation à l'époque. Et c'est là où le vrai football commence. Et vous avez quel âge là? Là, j'ai 11 ans. Ouais, donc je fais de 11 à 13 à 13, 14 un peu plus même. De 11 à 14 à Nîmes. De 11 à 14. Donc vous faites un sport-études un peu? C'est ça exactement. Je rentre le week-end à la maison et j'ai un entraînement 2 ou 3 fois par semaine et je fais les cours, quoi. Et je dors à l'internat. Est-ce qu'on peut dire que la rencontre déterminante qui a fait changer, basculer votre carrière à un autre niveau, c'est Giroud? Ouais, ouais, ça c'est la partie professionnelle. Parce qu'entre-temps, voilà, il y a eu d'autres gens, d'autres personnes importantes à Auxerre aussi. La première, c'est Serge Courant, qui est le recruteur officiel de la JO Auxerre à l'époque, qui me voit évoluer dans le Sud, qui me suit un peu sur toutes voilà, les rencontres que je peux jouer. Qui rencontre mon frère, qui rencontre mes parents sans me le dire parce qu'il voilà, il voulait pas me perturber non plus. Donc Serge, personne très très importante. Après il y a Monsieur Gagneux qui était mon premier entraîneur en moins de 15 ans à Auxerre aussi, qui m'a appris voilà, beaucoup de choses, notamment le sérieux, la rigueur, le travail, le don de soi, voilà, accepter voilà, que le football c'est un sport difficile et qu'il faut se faire mal pour réussir. Accepter l'échec aussi, que des fois ça ne marche pas, mais il ne faut pas baisser les bras. Après, il y a eu... C'est-à-dire, il vous apprend le mental, quoi. Voilà, mentalement, travailler le mental. Exactement, que c'est pas tout rose, que c'est pas parce que aussi tu es dans un club professionnel que forcément tu vas devenir professionnel. Après, il y a eu Daniel... oui, Daniel aussi, une personne je rigole parce que je repense aux choses qu'il nous faisait faire. Et voilà, il y a eu, et après, voilà, le dernier maillon de la chaîne, c'était Giroud qui était le côté professionnel. Mais avant ça, il y a la formation et la préformation qui sont très importantes dans Alors j'ai lu qu'il y a un l'étape. truc que vous n'aimez pas à l'époque, qui paraît, c'est le travail physique. C'est vrai, vous n'aimez pas trop Ah ouais, non, j'étais pas fan de courir longtemps, j'étais pas fan en fait, le mardi c'était une séance que physique, donc on partait en forêt à 9 h du matin, on faisait que courir, on voyait pas le ballon, on n'avait même pas de crampons, c'était une journée que physique, et c'était vraiment une journée
j'appréhendais et que je détestais. Mais il faut le faire parce qu'il faut un minimum de cardio pour tenir 1 heure et demie de match. Donc c'était vraiment pas la meilleure journée pour moi. Alors ensuite, dans vos succès, vous portez évidemment le maillot de l'équipe de France à 41 reprises, tout de même, remportant la Coupe des Confédérations 2003, Coupe du Monde 2002-2010. Votre plus beau souvenir de match, c'est quoi? En général ou Ah oui, dans votre carrière. Il y en a plein. Il y en a plusieurs. Il y a mon premier but, c'était Auxerre Metz, enfin Metz-Auxerre, pardon. Mon premier but en Ligue 1, après ma première sélection, la Ligue des Champions, bien sûr, avec Liverpool en 2005. Il y en a plein de bons souvenirs. Il y a 2-3 souvenirs, j'ai pas envie de dire des mauvais souvenirs, mais il y en a forcément. Qui dérangent un peu et qui viennent entacher une carrière, mais j'ai même pas de regrets. C'est des blessures, ça arrive, ça fait partie du football. Et il faut savoir vivre avec. Est-ce que vous avez passé la barre des 100 buts? Non. Ah, c'était votre rêve de l'atteindre. On arrive dans la question qui fâche. Ah, d'accord. Vous êtes à combien là? Pas loin, vous êtes pas loin. Non, mais moi, on m'a dit c'est bon enfant, c'est bienveillant. D'accord. Et non, 96. 96. Il m'en manque 4. Il vous en manque 4. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais c'est la vie. C'est comme ça, mais bon. C'est comme ça, on n'est pas loin. Vous avez joué dans de nombreux pays, la France, le Qatar, la Suisse, l'Italie, la Grèce, l'Angleterre. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience à l'étranger? Le déracinement, comme ça n'a pas été trop compliqué? Non, compliqué, non. J'ai appris qu'il y avait... que le football était certes universel, mais qu'il y avait plusieurs façons de voir et de vivre le football. En Angleterre, le football est omniprésent, c'est vraiment un sport... le sport numéro 1 et vraiment tout le monde est fou du football, comme en Italie et en Espagne et en Grèce et dans les autres pays où j'ai pu évoluer. Mais en Angleterre, voilà, c'est vraiment on sent la passion des gens et c'est vraiment fort comme sensation. Voilà, apprendre des nouvelles langues, apprendre une nouvelle culture. Vous parlez combien de langues maintenant? Anglais, italien et français. Ouais. De se faire des amis voilà, à travers le monde aussi. Donc, je trouve que c'est bien de voir autre chose. Ouais. Vous avez des remords ou des regrets sur votre carrière? Oui et non. À la Lazio, j'ai fait que 6 mois. Et à la fin de l'année, enfin à la fin de la saison, du coup, on rate la Ligue des Champions à 3 points. Donc je me dis que j'aurais pu aider l'équipe à pourquoi pas faire la Ligue des Champions. Mais je me dis aussi que j'ai bien fait de partir en Angleterre parce que j'ai retrouvé mon football et je me suis rapproché de ma famille et je suis revenu en équipe de France. Donc d'un côté oui et d'un côté non. Donc c'est quoi, un choix est un sacrifice, c'est ça à chaque fois? C'est ça. Donc je dirais non. Mais il y a quand même voilà, notamment le choix de la Lazio. De la Lazio de Rome. De rester. Je pense que j'aurais dû faire une saison. Une saison de plus? Enfin une saison complète. J'ai fait que 6 mois du coup. Et donc satisfait de votre carrière quand même, quand vous regardez en arrière? Ouais, à part les 4 buts manquants, sinon tout va bien. Et puis, vous entamez une reconversion à 38 ans, hein, c'est ça à peu près, 36-38, dans la mode. La mode, ça a toujours été... une passion? Toujours. Depuis petit, je m'amusais à piquer les affaires de mon frère dans son armoire. J'ai toujours aimé être différent, que ce soit même dans les coupes de cheveux ou dans les crampons à l'époque. Je m'amusais à décaper mes crampons pour les refaire d'autres couleurs. J'ai toujours aimé être différent et sortir un peu du lot à ma manière, quoi. Et justement, les tatouages, c'est une façon aussi de personnaliser votre corps. D'où ça vient, cette passion du tatouage? Parce que vous avez presque tout le corps, sauf les jambes, hein, c'est ça? Les jambes aussi? Je ne vous ai pas vu nu encore, mais bon. Vous avez tout le corps tatoué. Ça vient d'où, ce goût pour le tatouage?
Honnêtement, je pense que ça doit être mes racines un peu africaines, tribales. On voit les tribus africaines, voilà, avec beaucoup de maquillage, beaucoup de dessins, beaucoup de signes de tribus. Après, le déclic, je l'ai pas, mais je sais que voilà, à un moment donné, ça m'a pris. Je suis allé me faire tatouer une fois, et le jour où je me suis fait tatouer une fois, je savais que c'était pas le seul. C'était pas le seul. Et vous avez fait tatouer quoi? C'était quoi les messages, les symboles que vous vouliez avoir sur votre corps? C'était transformer votre corps un peu en œuvre d'art finalement? Non, pas forcément. J'ai des choses. J'ai des personnes importantes, donc les membres de ma famille. J'ai parce que Djibril, c'est l'ange Gabriel, donc j'ai des ailes dans le dos. Après, j'ai beaucoup de tribal. J'ai des choses aussi qui ont rien à voir, des choses. Des bêtises aussi, j'ai plein de choses. Et justement, à travers la mode, vous avez donc fait une première marque qui s'appelle Monsieur Le Noir. C'est ça. Ça vient d'où ce nom? En fait, non, c'était même pas pour un rapport avec ma couleur. Hein, c'était juste, je trouvais ça cool que c'était un. C'était pas un jeu de mots, un clin d'œil un peu rigolo? Non, même pas, vraiment pas. C'était vraiment un nom de famille, et aussi ça vient un peu aussi de ma jeunesse, parce que mes frères, voilà, dans les quartiers, il y avait un peu les clans, hein, il y avait les Arabes, les Français, les Noirs, les Blancs, et entre nous, on s'appelait Monsieur, hein, et j'ai un peu c'est mon frère qui m'a raconté qu'il y avait un ami à lui qui l'appelle le Noir, viens, et lui dit oui, tu peux m'appeler le Noir, mais pour toi c'est Monsieur, donc Monsieur le Noir, en fait. Et depuis, on parlait comme ça avec mon frère. Et au moment de choisir le nom de la marque, c'est parti sur ça. Et la coiffure aussi, vous n'avez rien oublié, puisque vous étiez quand même coiffure super osée, en iroquois, en blond peroxydé. D'où ça vient ça? C'est une marque de reconnaissance? C'est un message? Pourquoi le choix de cette coiffure? Non, non, j'ai toujours eu envie et encore l'envie. J'ai failli me faire bleu il y a quelques jours. Les cheveux bleus? Ouais, donc du coup, je suis resté comme ça, mais on n'est pas à l'abri que dans 2 ou 3 jours, je termine rouge ou bleu ou vert. Je sais pas, c'est des envies comme ça. C'est peut-être une manière aussi d'exprimer mon humeur, peut-être. Aussi. Alors, on remarque que la mode aujourd'hui s'invite de plus en plus dans le football. Ouais. Dior a habillé l'équipe de France. Elle s'invite énormément. Donc, je vous propose tout de suite, avec les téléspectateurs, de regarder ce reportage sur la mode et le foot, signé Florent Julienne. C'est parti. Mode et football ont le pouvoir de nous fasciner. En toute logique, lorsque les deux s'unissent, la frappe du mix and match est cadrée. Le PSG sort le carton de l'esthétisme avec la marque créateur coachée en détournant, en plein vol, le Fly Emirates. Manish Arora enflamme les podiums en imprimant sur de simples t-shirts le visage flamboyant et glamour des joueurs. Pour l'hiver, Louis-Gabriel Nucci réchauffe les thermomètres les plus récalcitrants avec un vestiaire sport et couture. Quant aux labels sportifs, ils utilisent des tendances de la mode pour véhiculer des messages à caractère sociétal. La Bondi Dreams et la Predator signent une positive attitude à l'adresse d'une jeunesse en quête d'avenir. En s'impliquant dans la lutte contre le racisme et l'homophobie, le monde du foot va encore plus loin et franchit le point de pénalty. Finalement, ces deux disciplines, car il en faut tout autant pour être élégant que pour avoir l'esprit d'équipe, partagent la même culture, celle du terrain. Elles nous évadent de notre quotidien, nous invitent à bouger, dépasser nos limites, ne pas avoir peur du hors-jeu ou de la faute de goût. Si nous avons le pouvoir de créer des icônes mythologiques, alors ils se nomment toujours Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Kylian Mbappé. Côté mode, tels Junon, Minerve ou Vénus,
les mannequins affichent leur éternelle beauté. Alors, est-ce que vous trouvez que la mode et le sport, finalement, partagent les mêmes valeurs, les valeurs de discipline, d'élégance, ne pas avoir peur du hors-jeu ou de la faute de goût? Il y a des similitudes pour vous? Ouais, il y a ça se rejoint en tout cas, et c'est compatible. Moi, personnellement, j'ai essayé de ramener un peu de ma mode vestimentaire dans le football, notamment avec des chaussures de couleur, une façon de porter mon maillot différente d'un autre, ramener des couleurs de cheveux aussi différentes. J'ai essayé d'associer la mode et le football. Et d'ailleurs, vous avez une collaboration avec une marque qui s'appelle Peau de Vache. Ouais. Et on vous voit un peu avec des énormes, des boubous africains. Exactement. Est-ce que justement, ça c'est votre idée? C'est vous qui avez dessiné ça? Est-ce que c'était une envie de vous montrer aussi un peu comme un grand chef africain? Déjà, Peau de Vache, c'est une marque de déco d'intérieur, que ce soit coussin, que ce soit set de table, tapis, bougies. Ils ont commencé d'ailleurs avec des peaux de vache. Exactement, en forme de peau de vache, donc c'est ça, Frédéric. Et vous, ce que vous avez fait, ça n'a rien à voir, c'est toute autre chose. Ouais, on s'est rencontré avec Frédéric, qui est la créatrice, et on est parti sur une collab, et moi, voilà, quand je fais une collab, j'aime bien le faire à fond. Si c'est juste pour poser mon nom sur quelque chose qui ne va pas me ressembler, ça m'intéresse pas. Donc, d'où on voit que c'est africain, on voit que l'Afrique est présent et que mon univers et que mon influence africaine est forte. L'idée du kimono un peu boubou, c'est une idée qu'on a eue Frédéric et moi. C'était plus pour le shooting. Le kimono, il n'y en a qu'un, c'est moi qui l'ai. C'était pour que la photo soit belle et qu'il y ait un ensemble avec le canapé. Et c'est dommage d'ailleurs parce que le motif est très très cool et on aurait dû faire un peu de vêtements aussi. Ouais. Vous avez d'autres projets justement concernant la mode là? Ouais, il y a eu Lidl. Ah oui, alors Lidl, là vous êtes égérie des vêtements Lidl. Ouais. Ben, égérie et la collab, on a travaillé ensemble, les survêtements que vous voyez. On les a travaillés ensemble avec Lidl, donc ouais, il y a cette collab aussi. Il y a eu une collab aussi sur un parfum. Il y a pas mal de choses. Pourquoi vous avez accepté d'être l'égérie Lidl? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce message? Ben, Lidl, c'est l'enfance. Lidl, c'est Djibril jeune. C'est ma mère qui fait ses courses à Lidl et je mange du Lidl. J'ai du Lidl en moi, donc le jour où ils ont sorti la première paire de baskets, j'étais très, très excité de l'avoir et de la porter. Donc je l'ai portée et j'ai posté sur les réseaux. Et Michel, le boss, a été très touché de ce geste. Et il m'a remercié sur une émission radio. Donc j'ai entendu ça, donc je l'ai rappelé pour le remercier du coup. Et du coup, on s'est vu et on a pondu une collection et une autre pub aussi pour une tondeuse. Et voilà comment a commencé l'histoire Lidl et je pense qu'il y aura d'autres choses. Ouais. Vous êtes aussi DJ maintenant, une autre passion. En fait, ouais. vous lâchez quoi. Maintenant, vous n'êtes plus dans la discipline sportive à fond. C'était aussi une autre passion d'être DJ, un rêve de jeune homme. Ouais, c'est pas que je me lâche, c'est que je remercie le ciel. J'ai de la chance de pouvoir faire les choses qui me plaisent. La mode, ça m'a toujours plu. Voilà, j'ai eu l'opportunité de défiler pour Jean-Paul Gaultier aussi. La musique, voilà, ça a toujours été un truc qui me fascinait. Ben, j'ai eu la chance de côtoyer des grands DJ, de sortir un track avec Diplo. Voilà, j'ai toujours eu les opportunités qu'il fallait pour faire ce que j'aime. Après, je dis pas que je suis le meilleur DJ ou que je suis dans le top 100 encore, mais en tout cas, je le fais avec le cœur et je le fais avec passion et les gens le ressentent.
Ok. Vous êtes aussi maintenant chroniqueur sportif sur France 3. Vous allez donc commenter les matchs de la Coupe de France. Vous êtes aussi chroniqueur sur l'Équipe TV. Qu'est-ce que vous pensez du scandale en ce moment là avec le président de la Fédé Pour vous, doit-il démissionner ou pas? C'est pas. Non, mais j'ai vu que vous avez tweeté quand même pas mal de trucs. Ça vous a choqué ces propos sur Zidane? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il a eu plusieurs dérapages, plusieurs sorties de route. Le fait qu'il ait décidé de mettre des changes qu'en 2026 sans en informer le COMEX. Non, c'est même pas ça. Ça, c'est encore acceptable. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour vous? Toutes ces casseroles sur le harcèlement sexuel, l'audit de la ministre des Sports. Ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Donc ils vont faire leur réunion et ils verront s'ils méritent de rester ou de revenir en tout cas. Mi-février, on aura donc le résultat de l'enquête de l'audit ministre des Sports. À votre avis, il va devoir démissionner? Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, faut que ça bouge. C'est-à-dire, oui, vous êtes plutôt pour un départ. Faut que ça bouge. Ça pue pour vous, un peu. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Ouais. Faut que ça bouge. Ouais. Djibril Cissé, merci d'avoir été avec nous. Si on veut vous écouter en tant que DJ, où est-ce qu'il faut aller? Quand? Quelle date? Vous avez des dates à nous donner? Régulièrement sur mes réseaux, je mets les dates à jour. J'ai un SoundCloud aussi, Djibril Cissé Tcheba, si vous voulez écouter des sets qui sont qui ont été déjà joués. Et ouais, non, sur les réseaux, il y a les infos. Il y a toutes les infos. Exact. Donc il y a un emploi du temps assez chargé. Assez chargé. Ouais. Ok. Ouais, que ce soit entre la mode, là en plus il y a la Fashion Week qui arrive, il y aura. Vous défilez? C'est possible. Pour qui? Dites-nous tout. Je sais pas encore. Vous ne savez pas encore. Donc Fashion Week la semaine prochaine, les défilés, sans doute. Il y a des dates qui arrivent et la télé, bien sûr, les matchs de Coupe de France et des émissions sur l'équipe. Donc, bien chargé. Bravo. Merci d'avoir été avec nous, Djibril Cissé. Merci à vous. Et Habari, c'est terminé pour le moment. Bonne soirée à tous.